Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième volet des rencontres transformantes, être révélé à soi-même. Dans ce 8e épisode, j'aborde la découverte de mon premier coaching en tant que personne coachée par Marie-Josée, celle qui m'a révélé tant cela ne va pas de soi, du fait des difficultés et de l'inconfort que cela procure au début et la liberté que cela génère ensuite. Vivre cette expérience m'a permis de développer beaucoup d'empathie pour les personnes que j'ai à mon tour coachées plus tard. Et plus tard encore, de savoir faire le lien entre la réaction et le niveau de conscience de la personne. J'ai bénéficié de mon premier coaching dans le cadre de mon Executive MBA à l'EM Lyon. Nous avions reçu l'invitation à nous inscrire à un cours de développement personnel uniquement sur la base du volontariat. Je ne savais pas trop ce que cela voulait dire, ni à quoi m'attendre. Et sur notre promotion de 42 personnes, seule une quinzaine, dont je faisais partie, a sauté le pas. Nous nous sommes donc retrouvés dans une grande salle pour notre premier exercice avec Marie-Josée. C'était il y a 21 ans. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais je me souviens parfaitement que nous devions nous tenir debout, puis commencer à marcher dans le sens que nous voulions. C'est alors qu'elle a commencé à nous poser des questions et à nous décrire des situations de façon séquentielle. À chaque question ou situation, nous avions un choix à faire. En fonction du choix fait ou de l'incapacité à répondre, cela neutralisait certaines personnes qui sortaient progressivement de l'exercice. Je me souviens que plus nous avancions, plus les questions devenaient difficiles, avec de plus en plus de camarades de classe qui décidaient de ne pas poursuivre. Nous n'étions plus que 2 ou 3 à la fin de l'exercice. Je me souviens que Marie-Josée s'est entretenue avec chacun de nous 3 pour nous proposer un coaching individuel et je n'avais toujours aucune idée de ce que cela voulait dire, mais ça me tentait. Alors pourquoi cela a-t-il été transformant en profondeur ? Justement parce que nous sommes partis en exploration de ce que je croyais être moi pour arriver à qui j'étais vraiment ou à qui j'avais envie d'être. Cela a duré plusieurs mois au niveau de l'exercice et les effets, eux, ont duré plusieurs années. Et si je devais résumer en quelques mots ce que j'ai vécu, je dirais brouillard, ignorance, colère, interrogation, conscience, liberté, double focale. Ce que je ne savais pas était que faire un coaching, c'était vivre intensément la courbe du changement à la différence près qu'il s'agissait de soi. Et en ce qui me concerne, je suis également passée par ces grandes phases, véritables yo-yo émotionnels au cours desquels Marie-Josée a su me guider avec un professionnalisme remarquable. J'associe la première étape, celle du choc, à la découverte de l'ignorance de ma propre personne, au manque d'informations face auquel je me suis retrouvée lorsqu'il a fallu que je rédige une petite dissertation sur moi-même. Au secours! Il s'agissait en fait de la fenêtre de Johari, outil de connaissance de soi créé par 2 psychologues américains, Joseph Luft et Harry Ingham. Et Johari, la contraction de Joseph et Harry, est un exercice pour apprendre à se connaître. Et si vous voulez le réaliser, même si vous ne pourrez pas tout faire vous-même, je vous partage quelques indications et après cet épisode,
vous aurez tout le loisir d'approfondir et d'y consacrer le temps que vous voudrez pour compléter vos 4 carrés. Et si cela vous intéresse, il suffit de me questionner, je vous enverrai même un PDF qui vous donne un mode d'emploi pour aller un peu plus loin. Pour cela, commencez par prendre une grande feuille et divisez-la en 4 carrés. Le carré en haut à gauche, en principe le plus facile, est celui de votre zone publique, c'est-à-dire ce que tout le monde connaît de vous, y compris vous-même. Par exemple, votre identité, le poste que vous occupez, votre apparence physique, votre parcours professionnel, etc. Cette zone, dite publique, est connue des autres comme de vous-même. Le carré en bas à gauche est celui de votre zone cachée, c'est-à-dire qu'il s'agit de ce que vous seul savez de vous-même et que les autres ignorent. Cela concerne par exemple votre situation familiale, vos ambitions, vos secrets, vos peurs, vos fragilités, vos travers, etc. Le carré en haut à droite représente votre zone dite aveugle, que l'on appelle aussi angle mort, c'est-à-dire que c'est ce que vous ignorez et que les autres connaissent de vous. Par exemple, la perception que les autres ont de vous, l'admiration ou la rancœur que vous portent les gens, vos manies identifiables par les autres et dont vous ne vous rendez même pas compte, etc. Enfin, le carré en bas à droite représente votre zone inconnue, à la fois de vous et aussi des autres. Par exemple, vos talents cachés, vos limites inconscientes, vos projections futures, vos rêves inavoués, etc. C'est une zone qui nous invite à partir à la découverte de ce que nous sommes, à nous ouvrir aux autres, à être curieux, à nous tourner vers l'extérieur et à déposer notre armure. Faire l'exercice de la fenêtre de Johari a plusieurs avantages. Avoir une meilleure connaissance de soi, bien évidemment, gagner en authenticité, adapter le mode de management, aller chercher du feedback de votre entourage professionnel et ou personnel, favoriser des échanges plus constructifs ou encore faire une mise à jour de votre représentation du monde. Cet exercice a été un vrai choc pour moi et partager les résultats de cette fenêtre de Johari avec Marie-Josée a été une expérience assez désagréable parce que ces questions m'ont poussée à prendre conscience de quel point j'ignorais de moi-même. Et forcément, cela ne plaît pas. Pas plus tard que vendredi dernier d'ailleurs, j'ai fait vivre cette expérience à un manager dont je voyais et ressentais les signaux d'agacement et le refus de voir une partie de lui-même qu'il n'aimait pas vraiment. Marie-Josée m'a permis d'aller explorer cette zone inaccessible par moi-même pour révéler mes angles morts. Et je me souviens bien d'être passée par la phase 2 de la courbe du changement, celle du déni, où je suis entrée en résistance malgré moi, en lui expliquant à quel point, et avec un certain aplomb, à quel point elle ne pouvait pas savoir mieux que moi-même qui j'étais et que son travail c'était n'importe quoi. Je me souviens de sa confrontation forte, douce et bienveillante, où elle m'a donné la liberté de partir si je considérais que son travail était inutile et qu'il ne me convenait pas. Alors je suis partie, car cela m'a fortement confrontée, interpellée, et une fois que mon état émotionnel a commencé à s'apaiser, je me suis trouvée ridicule et je me suis demandé ce que j'avais à perdre. Je me suis dit, si tu pars, tu n'auras pas terminé ce travail et ce sera une forme d'échec. Dans les choses que j'ignorais à l'époque, c'est qu'un de mes talents innés
était et est toujours celui de finisseur, c'est-à-dire amener un projet à son aboutissement, détecter les signaux faibles, capter des savoir-faire nouveaux. J'étais mon propre projet et ça n'avait pas de sens que je m'arrête là, même si ça piquait. Je n'avais pas de manager pour m'obliger à rester dans ce coaching, si ce n'était ma propre conscience, puisque mon coaching était pris en charge dans le cadre de mon cursus. Alors, j'ai fini par revenir voir Marie-Josée, en balbutiant quelques mots d'excuses et en lui disant que je suis allée un peu trop vite, je suis partie un peu trop vite et que je souhaitais aller jusqu'au bout avec elle, ce qui l'a fait sourire. La suite n'a pas été confortable pendant pas mal de temps et je suis même passée par la phase de la colère lorsqu'elle m'a éclairée, notamment sur le fait que je n'étais pas qu'intuitive, mais que j'étais aussi très analytique, que j'avais une forme d'équilibre rare entre analyse et intuition, alors que tout mon entourage, personnel comme professionnel, ne me voyait que par le prisme de l'intuition et absolument pas par celui de l'analyse. Pourquoi me disait-elle ça ? Pourquoi me mentirait-il ? En fait, personne ne me mentait. Ces personnes qui ne me voyaient que par l'intuition me voyaient ainsi, d'une part parce que cela devait les arranger, d'autre part parce que je ne faisais pas l'effort de montrer que j'avais cette capacité d'analyse. Je me contentais de produire ce qu'ils attendaient de moi, ce qu'ils voulaient que je sois, sans me questionner et remettre en cause cette vision qu'ils avaient de moi. En d'autres termes, j'étais fainéante sur ma propre connaissance. Et nous le sommes tous, car il est bien plus aisé de se conformer à ce qui est attendu ou à ce qu'on nous demande de faire ou d'être, que de remettre en question le pourquoi de ce conformisme. C'est douloureux de découvrir qu'une partie de mon potentiel n'est pas visible des autres. Déjà parce que cette partie n'était pas consciente de moi-même. C'est désagréable de découvrir que plus je suis réduite à faire ce que les autres attendent de moi, plus je me réduis moi-même. Cela ne veut pas dire que je ne fais jamais ce qui est attendu. Cela veut dire que ça n'a pas de sens tant que je ne suis pas consciente du pourquoi je le fais. C'est pénible de prendre conscience que parfois je me gonflais comme un ballon de baudruche, que je me donnais des apparences que je n'étais pas. C'est à ce moment que j'ai commencé à réaliser ce qu'était le mauvais ego et ce qu'il pouvait me faire faire. Ce mauvais ego, qui n'est qu'apparence et nous gonfle de vanité alors qu'il n'y a que de l'air à l'intérieur. Et ceux qui restent dans ce gonflement narcissique finissent par se persuader qu'ils disposent de ce volume alors qu'une simple aiguille réussira à percer le personnage et à le réduire à peau de chagrin. C'est très dur de remettre en question les choses. Cela vient bousculer et perturber les équilibres établis. Cela crée de l'interférence et l'être humain n'aime pas les interférences. Mais une fois que l'on sait, il est difficile de revenir en arrière, sauf pour les personnes pour qui faire un pas de plus en avant devient trop risqué. Alors le coaching ne suffit plus et il convient de faire un autre travail, probablement plus thérapeutique. Ce ne fut pas mon cas. Pour autant, la prise de conscience entraîne un point bas, une forme de déprime qui nous touche moralement, émotionnellement. C'est le signe que nous avons atteint un niveau de conscience différent. C'est bien, mais ça ne suffit pas car il faut passer par la construction et la consolidation de cette nouvelle version de nous-mêmes. En d'autres termes, il faut agir. Arrêter d'être fainéant et travailler pour que les autres
effacent par eux-mêmes notre version précédente et se remettent à jour sur nous-mêmes est éprouvant. Sachant qu'il y en a qui vont accepter de faire cet exercice de mise à jour et d'autres qui vont s'y refuser. Et l'effet ricochet sur nous est que cela va nous amener à faire de nouveaux choix par rapport à ce que nous voulons dans cette nouvelle dimension que nous avons atteint. C'est ce jour-là que j'ai commencé à comprendre que je ne pouvais pas attendre des autres qu'ils changent et que c'était à moi de faire l'effort d'abord. Le leur ne m'appartient pas et je n'en suis pas responsable. Être capable de s'affranchir des conditionnements, c'est ce travail de fond que Marie-Josée m'a permis de faire. Elle m'a aidé à développer mon audace, à progressivement assumer ce que j'avais envie d'être et de faire, à être responsable de moi-même. Et il y a peu de choses aussi enthousiasmantes que celle de découvrir que nous pouvons sortir de l'empreinte de ceux qui nous ont construits sans les trahir, faire un pas de côté pour marquer le sol de notre propre empreinte et tracer notre route. Vous voyez le sourire profond du bébé qui se tient debout tout seul pour la première fois, puis qui marche et s'étonne tellement de sa propre marche qu'il en tombe d'émotion. Eh bien, ce bébé, c'était moi. Ce jour-là, j'ai ressenti cette joie, cette liberté profonde grâce à Marie-Josée. L'ivresse dépasse la peur et nous permet de nous élancer vers ce qui nous attend sans savoir de quoi il s'agit. Mais nous mettrons du temps aussi à construire ce qui nous attend et à le peaufiner sans cesse. Et pourquoi double focale ? Eh bien, parce que j'ai réconcilié les deux parties de ce que je suis, l'intuition et l'analyse, et qu'aujourd'hui, les gens me voient aussi bien intuitive qu'analytique. Ce jour où nous intégrons que nous sommes une entité pleine et entière, capable de tenir debout sans l'autre, capable de penser et d'agir par nous-mêmes, ce jour-là, nous sommes grands. Et c'est formidable. C'est pour cela que des années plus tard, j'ai fini par exercer ce métier, celui de faire grandir l'autre et de voir la joie faire place au refus d'exister. Merci Marie-Josée. Merci à vous tous de m'avoir écouté. J'espère que cela fut inspirant pour vous. Nassoum. Rendez-vous dans 15 jours pour parler des relations toxiques au travail. Et d'ici là, portez-vous bien.